C'est la même chose, mais dit autrement, et très bien dit par Mélanie, mais je vous laisse le dire. Donc, pour ceux qui auraient encore un peu de difficulté avec la philosophie de l'analyse de variance généralisée, on va reprendre ça encore une fois. Donc, on commence par faire un F de Snedeker sur les sous-groupes. On ne se préoccupe pas des groupes principaux dans un premier temps. Et donc, c'est comme si on faisait une analyse de variance simple, mais uniquement sur les sous-groupes. Et donc, on va comparer ce qui se passe entre les sous-groupes avec ce qui se passe dans les sous-groupes. Et donc, on se pose la question, est-ce que la répartition en sous-groupes a un effet sur la VD? Donc, les résultats, les scores obtenus à telle ou telle méthode. Alors, attention, soit c'est significatif, et là, le chercheur est pas content. Donc, ça veut dire que si c'est significatif, les sous-groupes ont un effet sur la VD. Donc, ça n'arrange pas le chercheur parce que le chercheur, à la base, il utilise des sous-groupes par obligation. Donc, une analyse de variance, enfin, le modèle hiérarchisé n'est jamais choisi par bonheur par le chercheur. Si possible, le chercheur il doit faire des analyses sur de grands groupes, mais parfois il est obligé de partitionner ces grands groupes de personnes parce qu'ils n'existent pas tels quels. Donc si on veut faire des analyses sur 300 étudiants, dans le secondaire par exemple, on est obligé de prendre plusieurs enseignants. C'est pas possible d'avoir une classe de 300 élèves. D'accord? Donc c'est dans ce cas-là qu'on se trouve ici. Et donc si on a un effet des sous-groupes, ça va embêter le chercheur. Parce que ça veut dire que les différents enseignants, par exemple, ont un effet, alors que lui, ce qu'il cherche à avoir, c'est s'il y a un effet de la variable nichante. D'accord? Donc ici, c'est significatif, il n'est pas content, il continue quand même, il persévère, et il fait un deuxième F en se demandant si la répartition en groupe a un plus grand effet que la répartition en sous-groupe. Donc ici, on espère que malgré l'effet des sous-groupes, l'effet du groupe principal est plus important. Donc dans notre exemple, l'effet méthode est quand même plus important que l'effet enseignant. Et donc dans ce cas-ci, on va mettre au numérateur ce qui se passe entre les groupes principaux et au dénominateur ce qui se passe entre les groupes secondaires. Donc on met toujours ce qu'on espère être le plus gros, le plus important au numérateur, et ce qu'on espère être juste de l'aléatoire, ce qui n'a pas beaucoup d'importance, au dénominateur. Nichante et nichée. Pas vraiment, c'est pas vraiment ça l'idée, mais vous voyez par exemple ici, dans un premier temps, entre les sous-groupes, c'était au numérateur, parce qu'on espérait que c'était ça le plus important. On s'est rendu compte que c'était significatif, du coup on en tient toujours compte, mais cette fois-ci au dénominateur, parce qu'on espère que les principaux vont avoir une ampleur plus importante que le secondaire. Mais le A, c'est pas la nichante. Le A c'est la nichante, le B c'est la nichée. Donc dans ce cas-ci, oui, on espère que la nichante a plus d'effet que la nichée. Donc, après avoir fait ce deuxième F, de nouveau, soit c'est significatif, et cette fois-ci, le chercheur il est content, parce que ça veut dire que même s'il y avait un effet des sous-groupes, l'effet des groupes est plus important. Donc il a réussi à démontrer ce qu'il voulait démontrer, il est satisfait. L'effet des groupes est plus fort que l'effet des sous-groupes. Par contre, ça peut être non significatif, et là le chercheur il n'est pas super satisfait parce que il y a l'effet des sous-groupes qui est plus fort que l'effet des groupes. Donc ça veut dire qu'ici dans sa recherche, il y a un plus grand effet enseignant qu'un effet méthode. Donc voilà, il est un peu coincé le chercheur. Ça va? Ça c'est le premier cas de figure, si notre premier F est significatif, s'il y a un effet des sous-groupes. Un deuxième cas, tout de suite, le premier F est non significatif. Là, le chercheur est content. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'effet des sous-groupes. Ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin de partitionner, en fait. C'est comme si on avait de grands groupes principaux. On peut effacer les différentes barrières qu'il y avait entre nos sous-groupes. Alors, dans ce cas-là, on fait un F
qui est en fait une analyse de variance simple. C'est comme s'il n'y avait plus que des groupes principaux, et donc on fait une analyse de ce qui se passe entre les groupes principaux dans ce qui se passe dans les groupes principaux. C'est exactement ce qu'on a vu dans l'analyse de variance simple. Et là, de nouveau, soit c'est significatif, et là, le chercheur est ravi. Ça veut dire qu'il y a un effet des groupes sur la BD, donc il n'y avait pas d'effet des sous-groupes, et en plus il y a un effet des groupes, donc c'est merveilleux. Mais par contre, ça peut être non significatif, et là, même s'il n'y avait pas d'effet des sous-groupes, il n'y a pas d'effet de groupe non plus. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, non? Disons que c'est courageux d'expliquer ce genre de matière, parce que c'est pas évident. Ouais. Donc on a l'habitude, on sait que vous trouvez ça un peu articulé au départ et avoir toutes les démarches de dire, déjà la semaine dernière, c'est significatif, donc je rejette l'hypothèse nulle, donc je conclue que. Donc on continue à s'enfoncer un petit peu plus profondément dans la matière. Donc là, l'aperçu global, vous devez être en train de vous dire, mon Dieu, comment que je les taille. Mais il y a moyen. Donc avec les exercices, au fur et à mesure, on va essayer d'en faire 2 aujourd'hui avec vous, pour que vous puissiez vous habituer aux formules et à la logique de conclusion qui découle de tous les tests que vous êtes en train de faire. Et donc pas de panique, mais quand vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. On sait que c'est pas... Donc, comme on a donné le tuyau tout à l'heure à ce groupe, on va peut-être dire que souvent on pose la question à l'examen. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a une question qu'on pose souvent à l'examen, on l'a dit un peu. Donc il y a une des questions qu'on pose. Ouah, c'est peut-être pas grave. Non. C'est la même chose que sur le gamin. Oui, mais parce qu'en plus, c'est ça. Oui. Il y a toujours une question. Réfléchis, bon, je parle réfléchir. Donc, on a bien posé à l'examen, qui est celle-là. Donc, vous voyez que le carré moyen B entre les sous-groupes, dans cette procédure qu'on vient de vous décrire, donc le carré moyen B entre les sous-groupes, parfois il se trouve au numérateur d'un F et parfois il se trouve au dénominateur d'un F. Expliquez pourquoi. Ça, c'est la question de l'examen. Vous nous expliquez tout ça, et on a tout bien compris. Ça va? D'accord. Et ça, on va trouver ça sur Google, ça, en fait. Donc, ça, on va... Ces slides-ci, ils vont arriver sur Moodle, vous allez les mettre ce soir. Ah, oui, ce soir, je ne suis pas sûre. Non, on est Saint-Valentin, quand même, aujourd'hui. Hein. Oui, moi, je ne la fais pas particulièrement. Ah, non, je vais être un peu... C'est Saint-Valentin tous les jours. Voilà. Oui, donc la copie, donc vous avez déjà la copie que j'ai plus ou moins utilisée, que M. Armenier a fait à la fin de ce slide à lui. Et on va vous remettre ce slide-ci week-end, lundi, grand maximum. Et donc vous avez juste après, les formules, donc simplement pour vous rappeler que pour calculer les carrés moyens qui sont dans les S, vous devez d'abord calculer des sommes de carrés d'écart et établir des degrés de liberté, puisque les carrés moyens sont les rapports de somme de carrés d'écart et de degrés de liberté. Somme de carrés d'écart, bien c'est toujours entre guillemets la même chose, à savoir que dans les sommes de carrés d'écart, il y a une somme qui est symbolisée par le grand sigma, 2 carrés, donc il y a une parenthèse avec un carré, d'écart, donc il y a un moins. Toute la question est de savoir entre quoi et quoi est-ce que je dois faire les écarts. Mais là, oui. Pardon? Il y a un point. Il y a 3 points. Oui, parce que c'est la moyenne générale de l'ensemble. Il y a 3 indices nécessaires. Il y a l'indice qui court sur les groupes principaux. C'est le dernier. Il y a l'indice qui court sur les groupes secondaires. Et il y a l'indice qui court sur les données à l'intérieur des tubes. Donc il y a 3 indices. Donc pour pouvoir représenter les données dans le tableau, vous devez savoir à quel groupe principal elle appartient, un indice. Vous
devez savoir, après ça, à quel groupe secondaire elle appartient, deuxième indice. Et puis vous devez aussi savoir sa place à l'intérieur de la colonne, troisième indice. C'est pour ça qu'il y a trois indices. Une sorte de rangée aussi. Pas ici, en fait. C'est quoi le premier? Donc, vous devez savoir, pour pouvoir, l'idée des symboles, des indices qu'on met en dessous des grands X, c'est simplement pour pouvoir situer la donnée dans le tableau. Donc, dans ce genre de tableau-ci, vous avez besoin de trois indices pour pouvoir situer une donnée exactement dans le tableau. Vous avez besoin de savoir à quel groupe principal elle appartient, c'est le dernier indice. Vous avez besoin de savoir à quel groupe secondaire elle appartient. Donc quand vous savez dans quel groupe principal, vous devez savoir dans quelle colonne du groupe secondaire. D'accord? C'est le deuxième indice. Et puis quand vous savez dans quel groupe secondaire la donnée elle appartient, vous devez savoir quelle est sa place dans la colonne. Et donc c'est un troisième indice. Vous verrez que dans la liste de variance qu'on verra dans le cadre du cours de troisième, on aura aussi besoin de trois indices. C'est vrai que dans la liste de variance simple, vous n'aviez besoin que de deux indices. Vous aviez besoin de savoir dans quel groupe elle appartenait et quelle était sa place à l'intérieur du groupe. Ici, vous avez besoin de savoir trois informations pour pouvoir situer la donnée. Ça va? C'est pour ça qu'il y a 3 points. Allô? Ça va? Ok, donc, je disais, le tout après savoir entre quoi et quoi vous devez faire les différences à l'intérieur de une somme de carrés d'écart. Si c'est la somme des carrés d'écart due à la variable A, c'est celle qui forme les groupes principaux. D'accord? Donc, vous devez faire des différences entre les moyennes des groupes principaux et la moyenne générale. Pondérée par le n devant. Voilà. Suivante. S'il te plaît. Si c'est la somme des carrés des écarts due à la variable nichée, la variable qui forme les groupes secondaires, ben vous devez faire des différences entre les moyennes des groupes secondaires et les moyennes des groupes principaux. Si c'est une somme de carrés des écarts résiduels due à la variable B, donc à l'échantillonnage à l'intérieur des groupes secondaires, et vous devez raccrocher chaque donnée à la moyenne du groupe secondaire à laquelle elle est. Et si c'est le résiduel dû à la variable A, vous voyez qu'on peut montrer par indépendance des sommes de carrés d'écart que c'est la somme de la somme des carrés d'écart dû à la variable B et de la résiduelle due à la variable B. C'est ça que vous allez utiliser. Puis vous avez les degrés de liberté correspondants. Et puis vous faites le rapport des sommes de carrés d'écart et des degrés de liberté pour avoir vos carrés moyens. Vous allez faire maintenant l'exercice pour que tout ça soit bien clair et que vous voyez exactement ce que vous devez faire. Et donc c'est bien de savoir appliquer, et je pense que c'est important que vous le fassiez 1 ou 2 fois ou 3 fois à la main, vraiment vous-même, pour que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire. Après, c'est clair, il y a des logiciels qui font tout ça. Pardon? Le R, résiduel. Donc c'est l'échantillonnage dans les groupes. C'est le fait que quand vous faites un groupe dans des sujets, les sujets sont différents par essence. Les sujets humains, vous ne pouvez pas trouver exactement les mêmes sujets. Donc il y a un effet dû à l'échantillonnage à l'intérieur des groupes. C'est ça ce qu'on appelle l'effet résiduel. C'est l'effet qui reste, c'est celui auquel vous ne pouvez rien faire. C'est juste parce que vous avez dû sélectionner des sujets qui sont par essence différents. Et que donc vous devez tenir compte de cette variabilité des sujets à l'intérieur du groupe. C'est ça l'effet résiduel. L'effet dû à l'échantillonnage à l'intérieur des groupes. Ça va?